Ma grand-mère m'a légué sa boulangerie, mais ma tante l'a donnée à ma cousine en disant « Elle n'habite même pas ici ». J'ai engagé un expert comptable judiciaire. Puis le juge a dit à ma tante « Avez-vous quelque chose à dire avant que j'appelle le procureur ?» Ma grand-mère a construit sa boulangerie de ses propres mains. C'était le seul endroit au monde où je me sois jamais senti complètement chez moi. Mais à son décès, ma tante a remis les clés à ma cousine et a dit à tout le monde que je n'avais aucune vision pour cet endroit. Elles avaient oublié que j'étais expert comptable judiciaire. Ce fut leur première erreur. Et ce que j'ai découvert en commençant à fouiller dans les comptes a fait qu'une enquêtrice fédérale s'est penchée en avant sur sa chaise et a dit « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Assurez-vous d'être abonné car vous ne voudrez pas manquer la fin de cette histoire. » Et nous sommes toujours curieux de savoir d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Dites-le nous dans les commentaires. Le chagrin venait par vagues. Un instant j'étais fonctionnel, répondant à des courriels, réchauffant une soupe dont je ne sentais pas le goût, et l'instant d'après, je me tenais au milieu de mon appartement. Tenant un rouleau à pâtisserie en bois que ma grand-mère m'avait envoyé par la poste de Noël auparavant avec un mot qui disait « Pour quand tu emménageras enfin quelque part avec une vraie cuisine ». Elle avait cru jusqu'à la fin que j'arrêterais de louer et que je m'enracinerais quelque part. Je ne m'attendais simplement pas à la perdre avant d'avoir trouvé où. Son nom était Dorothy, mais tout le monde à Milaven, dans l'Ohio, l'appelait Dot. Elle avait ouvert la boulangerie Dot's sur Crescent Street en 1987 avec 2 fours professionnels, un prêt pour petite entreprise et une obstination dont j'avais apparemment hérité. Pendant 36 ans, cette boulangerie avait été le cœur de notre famille. Elle avait payé les frais de scolarité de ma mère à l'université, les factures médicales de mon oncle, et avait financé les 2 années d'études de cinéma de ma cousine Tessa, qu'elle n'a jamais terminées. Ma grand-mère ne s'était jamais plainte une seule fois de tout cela. Elle continuait simplement à faire des gâteaux. Lorsqu'elle a mis à jour son testament il y a 4 ans, elle avait été très claire. La boulangerie, le bâtiment qui l'abritait et l'appartement attenant à l'étage devaient me revenir. Mon nom, pas celui de ma tante Linda, pas celui de Tessa, le mien. C'est moi qui avais passé mes étés derrière ce comptoir à apprendre la différence entre un pic souple et un pic ferme. C'est moi qui avais numérisé ses recettes, organisé ses contrats avec les fournisseurs et remarqué discrètement que ces comptes présentaient des irrégularités que je n'avais pas encore eu la permission de questionner. Ma grand-mère m'avait vu remarquer. « Tu as l'œil pour ça » m'avait-elle dit une fois, en époussetant la farine de ses mains. « Quand je ne serai plus là, tu sauras quoi chercher. » J'avais pris cela pour un sentiment. J'avais tort. C'était une directive. Le courriel de ma tante est arrivé 9 jours après les funérailles. J'étais encore à Milaven, dormant sur le canapé de ma grand-mère parce que je ne pouvais pas me résoudre à partir, quand mon téléphone s'est allumé avec un message de tante Linda. Il contenait 3 phrases. Tessa va reprendre la boulangerie. Elle a déjà parlé au propriétaire pour les services publics. Je lui ai donné le double des clés. Je pensais que tu voudrais savoir. Je l'ai lu, assise dans le noir à 4 heures du matin, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir complètement et anormalement calme. Le double des clés. Ma tante avait donné à Tessa le double des clés, celui qui était accroché à un crochet près de la porte de derrière que ma grand-mère ne fermait jamais à clé parce qu'elle disait n'avoir rien qui vaille la peine d'être volé. Il s'est avéré qu'elle avait tort sur ce point, mais je n'en connaissais pas encore toute l'étendue. J'ai immédiatement appelé Tessa. Je suis tombé sur sa messagerie vocale. J'ai appelé ma tante. Elle a décroché à la 3e sonnerie, sa voix douce et imperturbable, comme si elle s'y attendait et s'y était déjà préparée. Linda, dis-je, car je ne l'avais pas appelée tante depuis des années, et je n'allais pas commencer maintenant. Que as-tu fait? J'ai pris une décision pratique, dit-elle. Tessa est ici. Tu es à Cincinnati. Tu as ta carrière, ton appartement, toute ta vie là-bas. Que vas-tu faire avec une boulangerie à 2 heures de route? Tessa a toujours aimé cet endroit. Tessa a toujours aimé l'idée de cet endroit, dis-je, et ma voix sortit si plate qu'elle me surprit moi-même. Il y a une différence, et de toute façon, ça n'a aucune importance parce que grand-mère me l'a laissé. Tu étais à la lecture du testament. Tu as signé le formulaire de reconnaissance. Il y eut une pause, le genre de pause qui n'est pas vide. Elle est pleine de calculs. Ta grand-mère était une femme merveilleuse, dit Linda. Mais elle avait une vision très romancée des choses dans ces dernières années. Elle ne comprenait pas toujours les réalités pratiques. Tessa a besoin de ça.
Elle a besoin de quelque chose de stable sur quoi construire. Ce dont Tessa a besoin, dis-je en me levant du canapé et en marchant vers la fenêtre, est sans rapport avec ce que dit le testament de ma grand-mère. Cette propriété est à moi, Linda. Si Tessa est dans ce bâtiment sans ma permission, elle commet une violation de propriété privée. Ne sois pas dramatique. Va chercher la définition légale de la violation de propriété privée, dis-je. J'attends. Elle a raccroché. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé Crescent Street. Depuis l'appartement de ma grand-mère, je pouvais voir la vitrine sombre de la boulangerie 3 bâtiments plus loin, la petite enseigne peinte à la main qui disait Dotès toujours suspendue dans la vitre. Ma grand-mère l'avait peinte elle-même. Tessa avait un jour proposé de la moderniser avec un logo plus épuré, et ma grand-mère avait souri très doucement en disant « non ». Je me suis habillé et j'ai descendu la rue. Les lumières à l'intérieur de la boulangerie étaient allumées. À 4h30 du matin, les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre, je pouvais voir Tessa assise à l'une des tables du café avec son ordinateur portable ouvert, un anneau lumineux installé dans un coin et ce qui semblait être un tableau d'inspiration collé au mur derrière le comptoir. Dessus, je pouvais voir des photos imprimées d'intérieur de cafés minimalistes, des menus sur ardoise, des esthétiques de briques apparentes, et au centre, imprimés en gros caractères, les mots « le nouveau café concept le plus branché de Milavenne ». La boulangerie représentait 60 ans d'histoire de ma famille, et ma cousine l'avait transformée en tableau d'inspiration du jour au lendemain. J'ai frappé à la porte vitrée. Tessa a levé les yeux, et pendant un instant, quelque chose a vacillé sur son visage. Pas de la culpabilité, plutôt l'expression particulière de quelqu'un qui a été surpris en train de faire quelque chose qu'il avait déjà décidé ne pas être mal. Elle est venue à la porte et l'a ouverte. « Salut, il faut qu'on parle, dit-elle comme si c'était elle qui était venue me trouver. En effet, acquiesçai-je en entrant. L'arrière-boutique avait déjà été partiellement réorganisée. Les classeurs de recettes que ma grand-mère gardait dans un ordre spécifique sur l'étagère au-dessus du plan de travail avaient été descendus et empilés pêle-mêle sur le sol. La valise de Tessa était ouverte dans le coin du palier de l'appartement du dessus, visible à travers la porte intérieure. « Tu ne peux pas être ici, dis-je. » Tessa croisa les bras. Elle portait une chemise en lin surdimensionnée et ses cheveux étaient coiffés en un chignon désordonné qui, je le savais grâce à ses réseaux sociaux, était une version très soigneusement construite du naturel. Maman a dit que c'était bon. Maman a dit que tu comprendrais une fois que tu te serais calmé. Ta mère ne possède pas ce bâtiment. Ma grand-mère en était la propriétaire et elle me l'a laissé. Tu habites à Cincinnati. Ce n'est pas un argument juridique, Caroline. Elle a utilisé mon nom complet, le nom que seules les personnes qui voulaient quelque chose de moi se donnaient la peine d'utiliser. Cet endroit a besoin de quelqu'un qui sera réellement ici. Tu vas le vendre ou embaucher un gérant dont tu te fiches et il va perdre tout ce qui le rend spécial. J'ai un plan. J'ai des investisseurs intéressés. Je veux en faire quelque chose. Tu veux en faire un café concept? Elle eut la grâce de paraître légèrement surprise. Ce serait toujours une boulangerie, juste modernisée, améliorée. L'écriture de ma grand-mère est sur chacun de ses classeurs de recettes, dis-je, en gardant ma voix très stable. Elle a développé ses recettes pendant 40 ans. Tu veux les remplacer par un menu sur ardoise et un anneau lumineux. Je veux lui rendre hommage en maintenant l'entreprise en vie. Alors tu aurais dû y penser quand elle était vivante, dis-je. Tu es venu lui rendre visite 2 fois au cours des 3 dernières années. Je le sais parce que j'ai le calendrier qu'elle tenait. J'étais ici. C'est moi qui venais tous les 2 mois pour l'aider avec les renouvellements des fournisseurs et la préparation des impôts trimestriels. C'est moi qui me suis assise avec elle au printemps dernier pour l'aider à réorganiser la chambre froide. Où étais-tu? La mâchoire de Tessa se crispa. Ce n'est pas juste. Non, dis-je, ce qui n'est pas juste, c'est que tu as emménagé dans un bâtiment qui n'est pas le tien au milieu de la nuit pendant que je dormais à 3 rues d'ici. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer, lentement, méthodiquement. L'anneau lumineux, le tableau d'inspiration, l'étagère de classeurs en désordre, la valise de Tessa visible à travers la porte du palier, le nouveau haut-parleur Bluetooth sur le comptoir de préparation où la petite radio à transistor de ma grand-mère était restée pendant 20 ans. Arrête ça, dit Tessa. Ceci est ma propriété, dis-je. Tu as 24 heures pour retirer tes affaires. J'ai appelé la ligne de police non urgente ce matin-là. L'agente qui a répondu, une femme nommée adjointe Carvey,
qui connaissait ma grand-mère grâce au café du mardi matin qu'elle organisait pour le quartier depuis 15 ans, était professionnelle et directe. En tant qu'héritière et bénéficiaire désignée du propriétaire, j'avais des motifs pour demander l'expulsion. Tessa pouvait récupérer ses affaires sous surveillance. Tante Linda, arrivée 20 minutes plus tard dans sa berline avec ses lunettes de lecture relevées sur sa tête comme une femme qui n'avait pas dormi, a tenté de recadrer toute la situation comme un malentendu dû au chagrin. Madame l'agente, ses filles sont toutes les deux dévastées, dit-elle. C'est une affaire de famille, madame, dit l'adjointe Carvet. Si la propriété est légalement au nom de votre nièce et qu'elle demande à votre fille de partir, votre fille doit partir. Tessa a pleuré. Pas les petits pleurs terrifiés qui viendraient plus tard, mais le genre de pleurs bruyants et indignés qu'elle avait toujours utilisé pour obtenir ce qu'elle voulait. Cela avait fonctionné sur ma grand-mère plus de fois que je ne pouvais compter. Cela n'a pas fonctionné sur l'adjointe Carvet. Elles sont parties. J'ai regardé la berline de Linda s'éloigner, Tessa sur le siège passager, et je suis resté sur le pas de la porte de la boulangerie avec la clé originale de ma grand-mère dans la main et j'ai senti la première bouffée d'air pur que j'avais prise depuis les funérailles. Puis je suis entré et j'ai commencé à regarder les comptes. C'est là que j'avais un avantage que personne n'avait prévu, car pour la plupart des gens de ma famille, j'étais juste la fille des chiffres. Calme, précise, un peu ennuyeuse. J'avais une maîtrise en comptabilité et j'avais passé 6 ans à faire de l'audit judiciaire pour un cabinet de taille moyenne à Cincinnati. Je gagnais ma vie en trouvant des irrégularités financières. Je trouvais celles que les gens pensaient avoir enterrées. La comptabilité de ma grand-mère était, en surface, exactement ce à quoi on s'attendrait d'une petite boulangerie familiale. Des registres de revenus, des factures de fournisseurs, des fiches de paie remontant à des décennies dans des dossiers à code couleur. Elle avait été méticuleuse, mais des registres méticuleux ont une qualité particulière quand quelque chose ne va pas. L'anomalie est très visible précisément parce que tout ce qui l'entoure est si ordonné. J'ai trouvé la première anomalie le 2e jour de mon examen. Au cours des 7 dernières années, il y avait eu un virement mensuel récurrent depuis le compte d'exploitation de la boulangerie. Pas un paiement de fournisseur, pas une facture de service public, un virement chaque mois le 14 vers un compte intitulé simplement un fonds de soutien familial dans le champ mémo. Le montant avait commencé à 800 € par mois et avait augmenté régulièrement. Au cours des 2 dernières années, il était de 2000 € par mois. J'ai vérifié par rapport aux fiches de paie. Il ne correspondait à aucun employé. Il ne correspondait à aucun fournisseur. J'ai récupéré les informations du compte lié. Le compte bénéficiaire était enregistré au nom d'une LLC appelée LT Creative Solutions. Je n'en avais jamais entendu parler. Je suis resté assise très immobile au petit bureau de ma grand-mère pendant un long moment. Lieutenant. Linda était ça. Linda Thorne. Les initiales n'étaient pas subtiles. J'ai appelé mon avocate, une femme nommée Rachel Park, avec qui j'avais travaillé sur 2 cas d'audit précédents et qui avait la réputation à Cincinnati d'être le genre d'avocate que le conseil de la partie adverse n'appréciait pas de rencontrer. Je pense que le compte professionnel de ma grand-mère a été systématiquement ponctionné, lui ai-je dit. Je pense savoir où l'argent allait. J'ai besoin de connaître mes options. Envoie-moi tout ce que tu as, dit Rachel. Ne touche à rien d'autre dans ces dossiers jusqu'à ce que j'ai jeté un œil. J'ai scanné et envoyé 4 ans de relevés bancaires le même après-midi. 3 jours plus tard, Rachel m'a rappelé. Ta tante est répertoriée comme signataire autorisé sur le compte d'exploitation de la boulangerie, dit-elle. Le savais-tu? Je ne le savais pas. Ma grand-mère avait ajouté Linda au compte il y a 8 ans, apparemment à la suggestion de Linda, pour aider à gérer les dépenses alors que l'arthrite de ma grand-mère s'aggravait et rendait le trajet jusqu'à la banque de plus en plus difficile. C'était une chose raisonnable à faire. C'était aussi, comme Rachel l'a expliqué, un degré significatif d'accès financier qui avait été discrètement et largement utilisé. La LLC, LT Creative Solutions, dit Rachel, a été enregistrée il y a 4 ans. L'adresse commerciale est le domicile de ta tante. L'agent enregistré était ça. Je sentis la forme de l'affaire s'assembler dans mon esprit, pièce par pièce, de la manière dont une fraude se dessine toujours. Propre à première vue, cohérente, jusqu'à ce que l'on prenne assez de recul pour voir l'ensemble. Combien, demandai-je. En virement direct vers le compte de la LLC sur 6 ans, y compris la période la plus récente. Rachel fit une pause. Un peu plus de 94 000 €.
J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai regardé les classeurs de recettes sur l'étagère. L'écriture de ma grand-mère sur les dos. Toute sa vie organisée dans ses dossiers. Elle avait passé 36 ans à construire quelque chose. Et pendant au moins 6 de ces années, quelqu'un à qui elle avait confié les clés s'était lentement, discrètement, servi. Il y a plus, dit Rachel quand j'ai repris le téléphone. La LLC a reçu ses virements, mais LT Creative Solutions apparaît également comme fournisseur sur les registres de factures de la boulangerie. De petits montants, mais constants. C'est répertorié comme une société de conseil pour des services de marketing. Ma grand-mère n'utilisait pas de consultant en marketing. Non, dit Rachel, elle n'en utilisait pas, mais quelqu'un a créé l'apparence qu'elle le faisait. La contestation du testament est venue de Linda et Tessa dans la semaine, exactement comme je m'y attendais. La requête affirmait que ma grand-mère avait été confuse et indûment influencée dans ces dernières années. Que la cabane, la boulangerie, le bâtiment devaient être placés sous un exécuteur testamentaire, en l'occurrence Linda, pendant que l'affaire était résolue. Leur avocat, qui s'appelait Gary Pellman, un homme avec une montre chère et des voyelles profondément condescendantes, a appelé mon téléphone portable un mercredi soir. Nous aimerions résoudre cela discrètement, dit-il. Mes clientes sont prêtes à vous offrir un rachat. Compte tenu de l'évaluation actuelle de la boulangerie, elles sont prêtes à être généreuses. 60 000 € et vous vous retirez sans histoire. Pas de conflit familial. Pas de procédure judiciaire désagréable. 60 000 €, répétai-je. C'est un chiffre juste. La boulangerie n'est pas exactement une mine d'or. Ma grand-mère l'a dirigée pendant 36 ans, dis-je. Elle a payé pour la vie de vos clientes pendant la majeure partie de ce temps. Je dirais que cela en fait une mine d'or selon toute définition raisonnable. Quoi qu'il en soit. Non, dis-je, dites ceci à ma tante. J'ai 6 ans de relevé bancaire. J'ai les documents d'enregistrement de la LLC. J'ai les fausses factures de fournisseurs. Et j'ai un expert comptable judiciaire, c'est moi, au fait, qui est très doué pour expliquer des schémas financiers complexes à des juges en termes très simples. Dites-lui que j'accueille avec plaisir la procédure de communication des pièces. J'ai raccroché et appelé Rachel. Dépose la demande reconventionnelle, dis-je, et je veux une communication complète des pièces. Chaque compte auquel Linda a eu accès depuis 8 ans. La voix de Rachel avait la qualité particulière d'une professionnelle qui est satisfaite mais le garde pour elle. Elles n'ont aucune idée de ce qu'elles ont fait, dit-elle. La procédure de communication des pièces ne fut ni rapide ni jolie. Gary Pellman a déposé 3 motions pour limiter la portée de l'enquête financière, arguant que les comptes historiques de la boulangerie n'étaient pas pertinents pour une simple contestation de testament. La juge, une femme réfléchie nommée l'honorable Patricia Audet, a rejeté les 3. Les requérantes ont soulevé des questions sur la capacité et la vulnérabilité de la défunte, a-t-elle noté dans sa décision. L'intimé a le droit d'examiner l'ensemble du tableau financier de cette vulnérabilité. Tante Linda, lorsque les assignations sont arrivées, m'a appelé pour la première fois depuis l'incident à la boulangerie. Sa voix avait perdu sa certitude lisse et avait quelque chose en dessous que je n'avais jamais entendu chez elle auparavant. Tu détruis cette famille, dit-elle. J'examine un ensemble de dossiers financiers, dis-je. Si cela détruit la famille, je vous encourage à réfléchir soigneusement à la raison. Elle a raccroché. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence beige qui sentait la climatisation viciée et les mauvaises décisions. Rachel et moi étions assises d'un côté. Linda, Tessa et Gary Pellman étaient assis de l'autre. Linda était impeccable, blazer pressé, posture parfaite, la performance de quelqu'un qui croyait que paraître en contrôle était la même chose qu'être en contrôle. Tessa faisait défiler son téléphone sous la table jusqu'à ce que Gary lui siffle d'arrêter. Mes clientes restent ouvertes à une résolution, dit Gary, commençant avec un sourire qui avait probablement fonctionné à de nombreuses reprises dans de nombreuses salles. Nous sommes prêts à augmenter l'offre de rachat. 75 000 €, chiffre final, une rupture nette. Rachel ne l'a pas regardé. Elle a regardé Linda. Nous ne sommes pas ici pour discuter d'un rachat, dit-elle. Nous sommes ici pour informer vos clientes que nous allons au procès, que nous déposons une demande reconventionnelle pour les frais de justice, les dommages matériels et les dommages-intérêts punitifs pour la nature fantaisiste de cette requête, et que nous avons quelques points que nous aimerions mettre sur la table pendant que nous sommes tous réunis ici. Rachel a ouvert son dossier et a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. C'était un résumé, propre,
sur une page, date et chiffres, les virements mensuels, les totaux, l'enregistrement de la LLC, les factures de conseil qui ne correspondaient à aucun service réel rendu. La main de Linda, posée sur la table, devint très immobile. Vous étiez signataire sur le compte professionnel de ma grand-mère, dis-je, et ma voix était stable car j'avais pratiqué la stabilité toute ma vie dans des pièces exactement comme celle-ci. Vous avez eu cet accès pendant 8 ans. Pendant 6 de ces années, 2000 € par mois ont quitté son compte d'exploitation pour atterrir dans une LLC que vous avez créée, dirigée par vous, et enregistrée au nom de Tessa. C'était des dépenses professionnelles légitimes, dit Linda. Mais la phrase n'avait aucune consistance. Pour une agence de marketing qui n'a produit aucun marketing, dis-je. Pour des services de conseil qui n'ont généré aucune documentation, pour une entreprise sans employés, sans livrable et sans présence ailleurs que dans les documents que votre avocat a déposés pour la créer. Tessa, qui était restée silencieuse, leva soudain les yeux de la table. « Maman, de quoi parle-t-elle » ? « C'est compliqué, dit Linda rapidement. « C'est 94 000 €, dis-je, et je fis glisser une deuxième feuille. Voici le compte où l'argent a afflué. Voici le compte lié à LT Creative Solutions. Et ceci, je posai une troisième feuille sur le dessus, et la trace de sa destination à partir de là. Le matériel de cinéma de Tessa acheté il y a 2 ans. La caution de l'appartement de Tessa à Portland. Le vol de Tessa à Tokyo pour un atelier de création de contenu. Tessa fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'elle reconnaissait à peine. « Maman, est-ce que tu as dit à grand-mère que c'était » ? « Nous ne discutons pas de cela ici, dit Linda sèchement. L'argent venait de la boulangerie de grand-mère, dis-je. Et je regardais Tessa directement pour la première fois depuis le début de la médiation. Il sortait de son compte d'exploitation chaque mois. Elle faisait confiance à ta mère pour gérer les dépenses. Et ta mère a utilisé cet accès pour financer. Je jetai un coup d'œil à Rachel, qui me fit le plus petit déhochement de tête. 160 000 € au total quand on inclut la fraude aux factures. Le médiateur, un homme en cardigan gris souffrant en silence, se racla la gorge. Tessa se leva. 160 maman. Sa voix était devenue fine et aiguë. Maman, combien ? Combien as-tu pris ? Ce n'est pas l'endroit. Elle est sur le point de contester un testament devant un juge pour une boulangerie dans laquelle sa mère a travaillé pendant 36 ans, dis-je, ma propre voix s'élevant, tandis qu'elle passait 6 ans à vider discrètement les comptes de cette boulangerie pour financer le style de vie de sa fille. Elle n'essayait pas de donner la boulangerie à Tessa parce que Tessa la méritait. Elle essayait d'obtenir le contrôle de la succession avant que moi, en tant qu'exécutrice désignée, je puisse l'auditer. Elle avait besoin d'effacer les preuves avant que je les trouve. La pièce était silencieuse. Gary Pellman ne souriait plus. Linda me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas de la colère, pas du mépris, mais quelque chose de plus brut, quelque chose qui, chez une autre personne, aurait pu être de la honte. Ta grand-mère serait horrifiée par cela, dit-elle. Oui, acquiesçai-je. Elle le serait. Alors, réfléchissons toutes les deux très attentivement à qui devrait avoir le plus honte de ce qui s'est passé dans cette pièce. Gary s'est retiré en tant que conseil dans les 48 heures suivant la médiation, citant un conflit d'intérêts qu'il a refusé de spécifier. Linda a engagé un avocat spécialisé en droit pénal, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa lecture de la situation. L'intimidation a commencé modestement. La vitrine de la boulangerie a été fissurée, probablement par une pierre, au milieu de la nuit. Je l'ai remplacée et j'ai installé des caméras. Un message est apparu sur un groupe Facebook local de Milaven, anonyme, suggérant que la petite fille qui avait hérité de Dotes prévoyait de la vendre à un promoteur. J'ai publié une déclaration sous mon propre nom avec une photo de moi derrière le comptoir avec les recettes de ma grand-mère étalées. La section des commentaires a tourné en ma faveur en moins d'1 heure. Milaven avait aimé ma grand-mère. Milaven était attentif. La deuxième conversation que je devais avoir était avec Tessa. Je l'ai trouvée à l'appartement qu'elle louait temporairement à un ami, à 3 rue de la Boulangerie. Elle a ouvert la porte en pyjama et ses yeux étaient gonflés de la manière spécifique de quelqu'un qui a pleuré par intermittence pendant plusieurs jours et en est très fatigué. Je ne suis pas là pour me battre, dis-je. Je suis là pour te dire ce qui va arriver et te donner un choix. Elle m'a laissé entrer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine de son ami et j'ai exposé la situation juridique aussi clairement que possible.
Le renvoi pénal qui allait probablement arriver. Le fait que son nom figurait sur la LLC en tant qu'agent enregistré. Le fait qu'elle avait été la bénéficiaire directe des virements. Le fait que ne pas savoir d'où venait l'argent était une défense, mais c'était une défense qu'elle devrait présenter devant un juge. Je ne savais pas, dit-elle. Je le jure, je ne savais pas. Elle disait que c'était un investissement. Elle disait qu'elle avait mis de côté ses propres économies. Je te crois, dis-je, et je le pensais. Mais tu dois comprendre que cette croyance ne signifie rien au tribunal sans ton témoignage. Tu es soit une victime de la fraude de ta mère, soit une participante. Ce sont tes deux options, et la différence entre elles est de savoir si tu dis la vérité. Tessa fixa la table. Son vernis à ongles était écaillé. Elle paraissait plus jeune que je ne l'avais jamais vue. Toute son esthétique soignée avait disparu. C'est ma mère, dit-elle. Je sais, dis-je. Et elle t'a utilisé. Elle a financé toute ta carrière avec de l'argent volé et elle ne t'a jamais dit d'où il venait, ce qui signifie qu'elle savait que c'était mal, ce qui signifie qu'elle savait qu'il y aurait un jour des comptes à rendre. Et elle comptait sur le fait que tu serais trop impliqué pour témoigner contre elle. Tessa s'essuya le visage avec le dos de sa main. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai posé la carte de Rachel et la carte d'un deuxième avocat sur la table devant elle. Appelle le deuxième en premier, dis-je. Il fait de la défense pénale. Il attend ton appel. Tu as jusqu'à la date du procès pour décider de quel côté de la salle tu t'assois. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Le choix lui appartenait. La salle d'audience le jour du procès était une petite salle de tribunal des successions au 3e étage du palais de justice du comté. Elle sentait le vieux tapis, le papier de copie juridique et quelque chose en dessous qui aurait pu être la finalité. Rachel et moi étions assises à nos tables, entourés de classeurs que j'avais personnellement organisés et ongletés avec le même soin méthodique que ma grand-mère avait mis dans ses dossiers de recettes. De l'autre côté de la salle, Linda était assise avec son nouvel avocat, un homme calme et sérieux qui avait l'air de quelqu'un qui savait déjà comment cela allait se terminer. Puis la porte s'est ouverte. Tessa est entrée. Elle portait un pantalon sombre et un chemisier blanc uni. Pas d'anneaux lumineux, pas de naturel soigneusement construit. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la porte et a regardé sa mère. L'expression de Linda disait tout ce qu'un ordre dit sans les mots. Va à ta place. Notre place. Par ici. Tessa a pris une lente inspiration, a traversé la salle et s'est assise dans la galerie derrière moi. Linda a émis un son que je ne l'avais jamais entendu faire auparavant. Petit et involontaire. Le son d'un récit qui s'effondre. L'honorable Patricia Audet est entrée et la salle s'est levée. Rachel a été méthodique et dévastatrice. Elle a établi la validité du testament par l'intermédiaire de l'avocat de ma grand-mère, qui a témoigné que Dorothy avait été vive, précise et certaine dans ses instructions la dernière fois qu'elle avait mis à jour le document. Elle a produit le témoignage du médecin de ma grand-mère, confirmant qu'il n'y avait eu aucun déclin cognitif dans ces dernières années. Elle a présenté les classeurs, la correspondance, les notes de recettes, les années de courriel entre moi et ma grand-mère qui exposaient, dans les propres mots de ma grand-mère, ses intentions pour la boulangerie et sa confiance en moi pour les réaliser. Puis elle s'est tournée vers les preuves financières. Pendant 45 minutes, Rachel a présenté le cas, la LLC, les virements, les factures, la trace des dépenses. Elle a relié chaque euro à un document et chaque document à un nom. La requérante n'a pas contesté ce testament par amour pour la défunte, a déclaré Rachel, debout avec le calme de quelqu'un qui s'est préparé depuis très longtemps. Elle l'a contesté par nécessité. Elle avait besoin d'être placée en contrôle de cette succession avant que l'exécutrice, sa propre nièce, une experte comptable judiciaire, n'ait l'autorité légale d'examiner l'historique financier complet. Elle avait besoin d'effacer ce qu'elle avait fait avant que cela ne puisse être trouvé. Elle a manqué de temps. L'avocat de Linda s'est levé. Votre honneur, ma cliente exerce son droit au silence en vertu du 5e amendement concernant les questions financières présentées. La juge le regarda avec une expression qui contenait plusieurs choses à la fois. Dont acte, dit-elle, et le poids de ces deux mots était considérable. Rachel a appelé Tessa à la barre. Les mains de Tessa tremblaient alors qu'elle prêtait serment. Elle a regardé une fois sa mère, puis a détourné le regard et n'a plus regardé en arrière. Elle a dit la vérité. Elle a dit au tribunal qu'elle avait cru que l'argent sur le compte de la LLC provenait des économies personnelles de sa mère.
Elle a dit au tribunal que sa mère avait géré chaque aspect de l'entreprise et qu'elle avait simplement dépensé ce qu'on lui donnait. Elle a dit au tribunal qu'elle n'avait pas connu la source avant la médiation. Votre grand-mère, demanda doucement Rachel, vous a-t-elle déjà parlé de la boulangerie, de ses projets pour elle? Tessa resta silencieuse un moment. Elle m'a dit une fois qu'elle espérait que celui qui l'obtiendrait l'aimerait comme elle méritait d'être aimée, dit-elle. Elle a dit qu'elle pensait que j'étais trop agité. Elle a dit que j'avais besoin du monde, pas d'un comptoir. Elle fit une pause. Elle a dit que Caroline avait l'œil pour ça. Elle a utilisé ces mots exacts. J'ai dû regarder la table un moment. Pas d'autres questions, dit Rachel. La juge a pris 20 minutes. Dans l'affaire de la requête en contestation du testament de Dorothy Helen Marsh, dit-elle, et la salle devint très silencieuse. Je trouve cette requête sans fondement, déposée de mauvaise foi, et destinée non pas à protéger les intérêts de la défunte, mais à masquer la propre inconduite financière de la requérante. La requête est rejetée. Le testament est valide et sera exécuté tel qu'il est écrit. La boulangerie, le bâtiment et tous les actifs associés sont la propriété exclusive de l'intimé. Elle n'avait pas fini. J'accorde l'intégralité des frais de justice et des dommages-intérêts punitifs de 60 000 € à l'intimé pour la nature de mauvaise foi de cette procédure. De plus, je renvoie l'intégralité du dossier de ces débats, y compris chaque relevé bancaire à signer, chaque pièce à conviction et chaque témoignage. Au bureau du procureur pour enquête sur de multiples chefs d'accusation d'abus de faiblesse financiers sur personnes âgées et de pratiques commerciales frauduleuses. Mademoiselle Thorne, dit-elle en regardant ma tante, je siège à ce tribunal depuis 14 ans. Ce que vous avez fait à votre mère est l'une des trahisons de confiance les plus calculées que j'ai vues dans cette salle d'audience. La séance est levée. Le marteau est tombé. Linda n'a pas bougé. Elle est restée assise à la table, regardant la surface, sans bouger. Et dans cette immobilité se trouvait toute l'architecture d'une vie construite sur les apparences, et chaque brique de celle-ci se détachant d'un coup. Elle a été formellement inculpée 6 semaines plus tard. L'enquête du procureur a découvert des irrégularités supplémentaires par l'intermédiaire de la banque, où Linda avait occupé un petit rôle de consultante, la reliant à 2 autres comptes clients qui avaient connu des virements inexpliqués similaires. L'ampleur de l'affaire était plus grande que ce que même Rachel avait anticipé. Linda allait, selon toute vraisemblance, purger une peine de prison. Je ne suis pas allé à l'audience de détermination de la peine. Ma paix n'était pas dans cette pièce. Tessa a bénéficié de l'immunité en échange de sa pleine coopération avec le procureur. La LLC a été dissoute. Le matériel et les produits ont fait l'objet d'une ordonnance de recouvrement civil. Elle est retournée à Milaven, dans un petit appartement au-dessus de la laverie sur la 4e rue et a trouvé un emploi à la quincaillerie. Notre relation n'a pas été réparée. On ne prétendait pas qu'elle l'était. Mais un après-midi, elle est entrée dans la boulangerie pendant que je faisais l'inventaire, et elle m'a aidé à porter une boîte de farine à l'arrière sans qu'on le lui demande. Nous n'avons pas beaucoup parlé. C'était un début. Le genre honnête, le genre qui n'a pas de raccourci. J'ai gardé les classeurs de recettes dans leur ordre original sur l'étagère au-dessus du plan de travail. J'ai gardé l'enseigne peinte à la main dans la vitrine. J'ai embauché 2 employés à temps partiel qui, il s'est avéré, avaient toutes 2 été des clientes de ma grand-mère pendant plus d'une décennie. L'une d'elles se souvenait encore du ratio exact du glaçage au beurre noisette de ma grand-mère. Et quand elle l'a démontré la première semaine, j'ai dû aller dans la chambre froide un moment pour me ressaisir. Les finances, une fois la fraude retirée de l'équation, montraient que la boulangerie était plus saine qu'elle n'y paraissait sur le papier. Avec les actifs récupérés de la procédure civile, j'ai pu remplacer 2 équipements vieillissants et refaire le comptoir avant, ce que ma grand-mère avait l'intention de faire depuis des années. Je ne l'ai pas rebaptisé. Je n'ai pas modernisé le concept. J'ai repeint la porte d'entrée de la même nuance de vert foncé qu'elle avait toujours eue, en utilisant l'échantillon de peinture que ma grand-mère avait gardé scotché à l'intérieur de la porte du placard à provision exactement à cette fin. Je suis une experte comptable judiciaire. Je trouve les choses qui étaient censées rester cachées. Mais ma grand-mère, à sa manière calme et délibérée, savait ce qu'elle faisait quand elle m'a laissé la boulangerie. Elle ne m'avait pas seulement laissé un bâtiment. Elle m'avait laissé un dossier d'enquête. Elle m'avait laissé chaque registre, chaque compte, chaque dossier soigneusement organisé, et elle les avait laissés à la seule personne de la famille qui saurait exactement quoi en faire. Elle avait su. Elle avait su pendant des années ce qui se passait,
et elle avait su qu'elle n'avait pas la force de se battre elle-même, et elle s'était assurée que la personne qui se battrait à sa place aurait tout ce dont elle avait besoin. Je le comprenais maintenant. Je me suis assise dans son bureau à la fin de mon premier mois complet d'opération. Les comptes étaient équilibrés, les comptes étaient propres, les chiffres disaient enfin la vérité, et j'ai senti le poids du chagrin et le poids de la clarté se transformer en quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Elle m'avait appelé celle qui avait l'œil pour ça. Elle avait raison.